Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Tous les matins à 8h, suivez Le Point sur le 100.1 FM et sur la chaîne 52 Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point, ce matin, nous allons parler économie. À l'espace de cette émission, et pour en parler, bien évidemment, nous accueillons l'économiste Kessner Farrell. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. On change de place parce que hier soir, je me rappelle, j'étais à cette position. Ah oui. Donc voilà que je me retrouve maintenant comme invité. Merci pour l'invitation. Kessner Farrell, le 30 septembre marquera la fin de l'exercice fiscal 2014-2015. À quelle croissance économique doit-on s'attendre ? En fait, le Fonds monétaire international vient de réaliser une mission en Haïti et on a les derniers chiffres. Rappelez-vous qu'on avait commencé l'exercice fiscal en septembre 2014, on avait prévu un taux de croissance de plus de 4%. En milieu d'année, il y a eu un changement à 2,5% et la mauvaise nouvelle, c'est que nous aurons un taux de croissance trop faible entre 1,5% et 2%. Pour les non-initiés, c'est quoi un taux de croissance? À savoir, le 1er octobre, le gouvernement a commencé à compter tout ce qu'on a réalisé dans le pays. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est la richesse. Chaque fois qu'on produit, il faut dépenser et on va vendre à un prix, le revenu supérieur au coût, on a ce qu'on appelle la valeur ajoutée positive. Si c'est l'inverse, la valeur ajoutée est négative. Malheureusement, nous aurons un taux de croissance beaucoup trop faible, entre 1,5 et 2%, avec une population qui croît à un rythme de 1,5%. Donc ça fait qu'il y aura encore des personnes pauvres dans ce pays après cet exercice fiscal. Sachez que pendant 2 années consécutives, on va avoir un taux de croissance inférieur à 3%. Après le tremblement de terre, on avait prévu que le pays allait croître entre 5 et 10%. C'était la fourchette. On l'a fait une seule fois et depuis lors, on n'a pas le taux de croissance devant permettre ce pays de revenir à un niveau de croissance et surtout à avoir un revenu per capita pour réduire la pauvreté dans le pays. Est-ce qu'on peut mettre tout ça, le faible taux de croissance, sur le compte des dépenses non contrôlées, manque d'investissement? Comment l'expliquer en profondeur? Et j'aime dire que l'équation n'a pas une seule variable. Il y a beaucoup de variables. Et le dernier rapport sorti la semaine dernière par la Banque mondiale nous a montré la performance du pays pendant 40 ans et les 5 dernières années. Donc il est bon en économie de voir une période extrêmement longue, la performance de l'économie haïtienne. Et on va voir que si on prend ces 40 dernières années, on va avoir un taux de croissance négatif. Donc ce n'est pas simplement ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est la performance de l'économie haïtienne, notre comportement sur le plan politique, notre comportement sur le plan social, qui nous donne ces mauvais résultats. Donc c'est une mauvaise performance, oui, pendant ces 2 dernières années, mais si on prend une tendance beaucoup plus longue, on verra qu'Haïti, réellement, n'arrive pas à sortir de 2 grands facteurs. Un, les désastres naturels, un facteur commun de 70 à nos jours, et la deuxième partie, ce qu'on appelle des man-made disasters, à savoir des désastres créés par nous, Haïtiens. Surtout l'instabilité politique. Voilà le terme. L'instabilité politique, c'est un coût extrêmement élevé. L'année dernière, on aurait dû avoir des élections, on n'a pas eu. Cette année, on a les élections, mais vous voyez, ce n'est que, vous suivez mieux que moi la situation politique, ça vient d'avoir moins de 24 heures qu'on a finalement eu les résultats. Et on va avoir des élections le 25 octobre. Donc, avec l'incertitude, l'instabilité, donc ça provoque une situation négative pour l'économie. Alors maintenant, comment renforcer la politique fiscale? Parce que dans son rapport, la Banque mondiale a préconisé ce point-là. Renforcer la politique fiscale. Oui, le point est clair. Dans la mesure où les chiffres sont là, nous avons un taux de pression fiscale extrêmement faible. On n'atteint pas 12% de pression fiscale. C'est autour de ce niveau qu'on évolue. Ça pose problème dans la mesure où nous avons la République dominicaine à côté de nous, 400 milliards de pesos de rentrée fiscale. Nous, on espère avoir 60 milliards pour l'exercice fiscal qui va terminer dans quelques jours. Donc, lorsque vous avez moins de capacité, moins de ressources domestiques, et si l'aide internationale diminue, ce qui est le cas, ce qui a été montré également dans le documentaire, et finalement, Petro-Caribé qui disparaît, parce qu'avec le baril de pétrole qui est inférieur à 50 $ américains, donc voilà une situation extrêmement difficile. Et je crois que le ministère de l'Économie et des Finances, ces jours-ci, mène une campagne assidue pour essayer d'attirer beaucoup plus de recettes, n'ont pas le choix, car 60 milliards de gouttes, ce n'est pas suffisant pour résoudre les multiples problèmes socio-économiques que nous avons dans ce pays.
Le budget 2015-2016 a été présenté par le ministère des Finances récemment, un budget qui se chiffre à autour de 120 milliards. 120 milliards, 65% revient comme part au fonctionnement et 55% à l'investissement. Comment voyez-vous ce budget? Et ce n'est pas un mauvais effort réalisé, parce que prenons les chiffres, un budget, ce n'est pas quelque chose de difficile, ce sont les entrées et les sorties. Le budget de l'exercice fiscal qui prend fin aujourd'hui, on espérait entrer 60 milliards de gouttes de ressources domestiques, on espérait avoir autour de 30 milliards de gouttes d'assistance internationale, 60 plus 30, ça fait 90, il nous manque 32. 32 venait une partie de la dette externe, Petro-Caribé c'est une dette, il faut savoir, 22 milliards, et on espérait avoir 10 milliards de la Banque centrale et des bons du Trésor. Voilà les 122 milliards de gouttes. Ces 122 milliards de gouttes allaient être sortis comment? En dépenses. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Sachez que pour payer les employés de l'État, les 75 000 employés de l'État, il nous faut à peu près 30 milliards de gouttes. Donc des 60 milliards, on prend 30 pour payer les employés. 15 milliards pour les dépenses de fonctionnement, ça fait 45 milliards. Donc il restait très peu pour les dépenses d'investissement. Donc la nouvelle que vous venez de donner à partir de ce budget, c'est que le gouvernement espère entrer 75 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal 2015-2016. Pourquoi cet effort? Parce que l'aide internationale connaît un tarissement et ensuite Petro-Caribé ne sera plus là. Donc on aura moins de 300 millions de dollars américains comme ça a été le cas en quelque sorte. Donc en ce sens, il faut faire un effort local et c'est la raison pour laquelle c'est bien, et j'applaudis ce qui a été fait, que le ministre des Finances appelle les candidats pour leur dire voilà la situation financière. Car je peux vous garantir, au moment où nous parlons, la campagne est ouverte, on est à travers le pays, les candidats, à offrir des choses qu'ils n'auront pas, des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, parce qu'ils vont promettre pour peut-être 300, 400, 500 milliards de gouttes, alors qu'il n'y a que 120 milliards de gouttes. Donc ce rappel du ministère de l'Économie et des Finances dit, en quelque sorte, attention, n'allez pas promettre parce que vous avez 120 milliards de gouttes disponibles. Et n'oubliez pas que le budget, c'est une prévision, l'argent n'est pas encore là. Et vous n'allez pas entendre des candidats vous dire comment ils vont augmenter les recettes fiscales. Ils vont vous dire comment ils vont dépenser. Mais où trouver l'argent? Ça ne viendra pas de l'assistance internationale, Petro-Caribé ne sera pas là, il y aura un effort interne. Donc il faudra dire à la population, vous voulez avoir des routes, vous voulez avoir des hôpitaux, pas de problème. Vous nous apportez l'argent et nous allons bien gérer. Et c'est ça encore que le rapport nous dit, il y a des faiblesses à l'entrée, mais également on questionne les dépenses publiques. On va venir sur la politique un tout petit peu parce que on est en période électorale, les discours politiques devraient être aujourd'hui des discours économiques, je pense. Et je vais vous poser là une question assez naïve. Est-ce que l'élaboration du budget, le budget en tant que prévision ne détermine pas le taux de croissance? Tout d'abord, laissez-moi m'inscrire en faux et je ne veux pas défendre ma chapelle. Je ne pense pas que le discours doit être économique. Le discours doit être politique. La politique va déterminer l'économique. Parce que... Non, mais est-ce que quelque part la politique n'a pas échoué maintenant qu'il faut faire de l'économie et du social? Et oui, mais c'est la politique qui va dire voilà les grandes lignes pour faire l'économique et le social. Très souvent, nous en Haïti, on ne comprenait pas l'économie, on pense qu'aujourd'hui les économistes peuvent résoudre tous les problèmes. Non. Quand si vous voyez encore le rapport de la Banque mondiale, vous allez voir ce qu'on appelle le coefficient de Gini. Qu'est-ce que ça veut dire? À savoir comment on répartit la richesse. L'économie peut vous permettre de croître, la croissance, on a commencé l'émission, mais partager la richesse, c'est une affaire politique. Le budget, c'est un instrument politique qui va dire l'argent qu'on va prendre, comment on va redistribuer. D'ailleurs, il y a l'équité fiscale. Ce que j'entends par là, tout le monde doit payer, mais dépendant de votre revenu. Plus vous gagnez, vous devez payer beaucoup plus. Mais même si vous avez un revenu faible, vous devez également participer. C'est la différence entre l'habitant et le citoyen. On ne choisit pas de naître en Haïti, donc on est un habitant. Mais si vous restez en Haïti, vous faites partie de l'entreprise Haïti SA. Pour que vous soyez réellement actionnaire, comme citoyen, vous devez apporter votre contribution en quelque sorte. Maintenant, l'État, le gouvernement, doit s'assurer cette équité-là. Maintenant, dans la redistribution, si on continue à favoriser ceux qui ont beaucoup plus, parce que la politique, c'est ça, la politique, c'est pas du tout naïf, c'est pas du tout sain. Ce sont des défenses d'intérêt. Donc, il faudra que l'on puisse, en ce moment, faire une bonne redistribution. Je peux vous donner un cas dans le rapport.
les départements les plus pauvres du pays. Numéro 1, le département du Nord-Est. Numéro 2, le département du Nord-Ouest. Numéro 3, la Grande-Anse. 4, le Nord. 5, le Centre. 6, le département des NIP. 7, nous allons retrouver 2 départements, le Sud et le Sud-Est. 8, le département de l'Artibonite. Et le département où il y a moins de personnes en situation d'extrême pauvreté, c'est le département de l'Ouest. Maintenant, lorsque vous allez regarder le budget, vous allez voir que les départements qui sont les moins pauvres reçoivent parfois des allocations beaucoup plus importantes. Comment un député, un sénateur, choisi par une circonscription, bassin bleu ou encore en Safoleur, vous arrivez ici et vous continuez à réaliser de tels budgets. Donc le budget peut favoriser la croissance, mais si le budget n'est pas bien distribué, la politique a échoué en quelque sorte. Donc voilà un petit peu la différence qu'il y a entre la politique et l'économique. La politique doit déterminer où vont les fonds et comment protéger les plus faibles en quelque sorte. Tout à fait. Restons-en toujours dans le budget. La priorité est accordée à l'agriculture et le ministre Wilson Lallo l'a dit qu'il prévoit que 20 milliards de gourdes seront dépensés dans les infrastructures agricoles. C'est une bonne mesure d'après vous? Bon, là, un bon calcul. J'ai vu qu'il y a plusieurs candidats qui ont applaudi cette mesure. Bon, ça peut se comprendre pour PHTK, où l'on parle de banane, où l'on parle d'agriculture. Oui. Mais est-ce qu'un candidat qui, lui, ne verrait particulièrement l'industrialisation, qui verrait les technologies de l'information et de la communication, comment ce candidat va accepter un tel budget? Donc, il faudrait que ce candidat travaille sur le document pour qu'il y ait en mars un budget rectificatif. Parce qu'actuellement, ce budget répond jusqu'à présent aux 5E du président Martelly. Mais s'il va y avoir un changement de gouvernement, donc il faudra qu'il y ait également un changement de priorité. Donc si j'étais candidat et j'aurais choisi 5W, donc les 5W ne peuvent pas s'ajuster avec les 5E. Donc en ce sens, il faudrait, pendant que les candidats sont en campagne... Vous dites 5W comme... Bon, j'ai choisi 5 lettres. Juste pour vous dire, on prend E, on prend W, c'est mes priorités en quelque sorte. C'est difficile de trouver des W pour les priorités, mais c'est juste pour montrer en quelque sorte. Donc, arrivé au pouvoir, je devrais avoir mon équipe à changer ce budget pour ajuster à ce que je viens de vendre à la population. En tant que programme. Parce que la politique, c'est quoi? On est en train de vendre des visions. Donc, il y a 54 candidats, on a peut-être 54 divisions différentes. Ces visions, ils ont des objectifs généraux et spécifiques. Et il faudra qu'il y ait des stratégies pour atteindre ces objectifs. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelles sont les politiques publiques? Éducation, santé, environnement. Et comment vous allez mettre dans ces politiques publiques avoir les programmes, les projets, et voilà comment le budget devient l'élément fondamental. Le budget, c'est une expression en chiffres, monnaie sonnante, de ce que vous avez vendu comme vision et que la population a choisi. Donc je reviens encore à ma position, la politique d'abord et l'économique vient ensuite. Mais on ne peut pas les dissocier en quelque sorte. Voilà, sur ces mots, on met fin à la première partie de l'émission Kessner-Farel. Vous restez bien évidemment avec nous. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, Kessner-Farel, et on parle économie. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, l'économiste Kessner-Farel. Abordons maintenant, encore une fois, le rapport de la Banque mondiale. Dans ce rapport, la Banque mondiale a plaidé pour un nouveau contrat social. Je pensais que vous allez dire abordons la politique. Ah oui. On va aborder. Mais sachez que dans le temps que économie et politique, c'était lié. Lié. On parlait d'économie politique. On a une dissociation, mais ça reste quand même l'un influence l'autre, à savoir les deux facteurs en quelque sorte. Oui, la Banque mondiale parle de contrat social. Et moi, j'ai tendance à parler d'abord de contrat fiscal. Okay. Pourquoi contrat fiscal? Pour la simple et bonne raison, il faut que les Haïtiens puissent comprendre qu'il faut contribuer. Quand on parle de contribution, il faut contribuer. L'État peut offrir des services si l'État reçoit de l'argent. Les gens, parfois, ont ce qu'on appelle quelque chose de très abstrait. Ils pensent que l'État peut trouver de l'argent à n'importe quel moment, pour éducation, pour santé, pour environnement. Moi, j'entends des candidats me dire, nous allons construire la route de Port-de-Paix. Nous allons donner un hôpital comme l'hôpital de Mirbalais à chaque département. Nous allons offrir X, Y, Z. Bon, c'est bien, mais on doit demander la facture. Parce qu'un kilomètre de route vaut 1 million et quelques 200 000 $ américains. L'hôpital de Mirbalais coûte à peu près 20 millions de dollars américains. Donc,
chaque promesse, il y a un coût. Il y a un coût. Et lorsque vous allez multiplier tout ça, vous allez avoir la facture en quelque sorte. Donc il faudra que les candidats puissent dire également où on va trouver l'argent. Il y a 3 sources. Les ressources domestiques, notre contribution, l'assistance internationale qui tend à diminuer, et la dette. Sachez qu'Haïti ne peut pas emprunter, c'était le mécanisme de Petro-Caribé. Voilà un petit peu l'idée. Donc le contrat social, puisque c'est dans le livre, je vais tout simplement interpréter, ils ont montré qu'Haïti avait la pression fiscale la plus faible au niveau de la région. Une corrélation. Pays le plus pauvre avec une pression fiscale plus faible. Donc est-ce qu'on si on augmente la pression fiscale, on va avoir beaucoup plus de services? Pas obligatoirement. Mais si on augmente la pression fiscale et qu'on décide de bien gérer chaque goutte de l'État en éliminant la corruption, en faisant de la gestion efficace et efficiente, donc on pourrait offrir de meilleurs services. Un contrat, c'est quoi? Vous venez acheter quelque chose chez moi, je vous donne le produit et vous me payez en quelque sorte. Voilà, c'est un contrat, même si on n'a pas signé, c'est un contrat. Donc il faut qu'il y ait un contrat entre la population qui va voter et les candidats qui disent qu'ils veulent résoudre les problèmes et comment ces candidats vont donner des résultats. Ce n'est pas en arrivant au pouvoir, vous allez trouver tout type d'excuses, ce n'est pas moi, c'était le gouvernement d'avant, ça date de 30 ans. Non, vous avez pris le mal courage pour dire que vous pouvez gérer les multiples défis, désastres naturels, instabilité politique, faible croissance économique, problèmes sociaux. Vous avez les solutions. Eh bien, en arrivant maintenant, comment vous allez résoudre ces problèmes? Donc, on paie et le gouvernement doit donner les services en retour. Voilà un petit peu l'idée d'un contrat entre les deux parties, le gouvernement et la société. Et parlant de contribution de la population, il y a dans le budget une mesure d'assouplissement des taxes. Comment la voyez-vous? Bon, je n'ai pas encore lu le budget en détail vraiment pour analyser tout ça. J'ai vu les grandes masses du budget. Assouplissement des taxes, je sais que le ministre Lalo est en train de voir comment faire quelque chose d'historique, avoir un budget avec des ressources domestiques de 75 milliards de gouttes. Voilà un pays qui, dans son histoire, n'a pas pu, jusqu'à présent, avoir 60, et on va avoir 75 milliards de gouttes. Donc, il essaie de convaincre, nous, de la population, que nous devons participer pour qu'on puisse offrir les services. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que l'assistance internationale diminue, parce que d'autre part, Petro-Caribé ne sera plus là, donc il faudra que l'on puisse contribuer beaucoup plus. Mais, de l'autre côté, on parle encore de contrat, comment nous allons avoir la garantie que toutes les institutions fonctionnent dans ce pays? Je parle du Parlement, parce que le gouvernement élabore le budget, et c'est ça la grande faiblesse de cette année. Haïti n'aurait pas dû avoir un mois sans un Parlement. Ce budget dont on discute devrait être déposé au Parlement le 30 juin dernier. On n'a pas de Parlement. Et voilà, jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment un document disant voilà ce qui est. Ce mercredi, le président de la République aurait dû avoir le budget, parce que c'est un projet de loi, ratifié par le Parlement pour que ce soit une loi, déposée au moniteur pour que nous puissions réellement fonctionner de manière normale. C'est ce que dit notre Constitution. Nous avons pris cet engagement en quelque sorte. Et ne pas respecter cet engagement, ça affaiblit votre situation puisque vous n'allez pas pouvoir attirer des investissements directs étrangers. Vous n'allez pas trouver la crédibilité nécessaire pour que même les investisseurs locaux puissent dire le pays fonctionne et on va avoir des résultats en quelque sorte. Donc voilà, le contrat c'est difficile de l'avoir puisque les principes on n'accepte pas. C'est comme un match de football, si l'arbitre ne respecte pas les règles et il va y avoir des discussions, finalement le match peut terminer comme vous savez dans une situation assez difficile. Véritable jungle. C'est ça. Parlant de mesures, le ministère de l'Économie et des Finances, on attendait à vous poser cette question parce que vous n'êtes jamais intervenu là-dessus, Kessner. Le ministère de l'Économie et des Finances, disais-je, a décidé d'interdire l'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le sol haïtien. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a le représentant de l'Union européenne en République dominicaine qui a dit que ça va permettre, cette mesure va permettre l'augmentation des prix des produits de plus de 40%. L'entrepreneur Réginald Boulos l'a recadré. Vous-même, comment voyez-vous cette mesure prise par l'État ici? Je prends cette mesure sous deux aspects. L'aspect politique, l'aspect, je pourrais dire même, d'instrument commercial, de diplomatie même, et je prends également sous l'aspect économique. Je suis pour la mesure sur le plan politique. Et on aurait dû peut-être la prendre 6 mois, 12 mois de cela. Parce que si les Dominicains, qui ont beaucoup à gagner en quelque sorte au niveau commercial,
le secteur privé, ait pu laisser une telle situation se dégrader par ce qu'on dit, une minorité politique en République dominicaine. Vous parlez du rapatriement? Le rapatriement, Ok. à savoir la gestion de l'immigration. Donc si les Dominicains peuvent arriver à ce moment-là, il y a un grand perdant en République dominicaine qui est le secteur des affaires dominicains. On parle d'un chiffre de 2 milliards de dollars américains. Donc la politique, je disais, vient avant, mais sachez que le secteur des affaires influence beaucoup la politique. Business and politics, ça va main en main. Ne soyons pas naïfs. Donc ils ont commis l'erreur, continuent à faire de l'argent, et ont laissé la situation se dégrader. Moi je suis bien content qu'on ait pris cette mesure pour dire aux Dominicains, attention, hey, nous et tout, la capable du bout, totalement pour. Je suis en total désaccord avec le secteur privé haïtien. Okay. L'a dit, et la Chambre de commerce, M. Boulos, le forum économique, dans la mesure où c'est de la myopie en quelque sorte. Myopie. Parce qu'on ne peut pas prendre une telle mesure et penser que ça va relancer l'économie haïtienne, il va y avoir des investissements, ça va favoriser la production, il va y avoir création d'emplois. Faux. Parce que ce qui favorise tout ce qu'on dit là, c'est particulièrement la compétitivité de l'économie. J'ai devant moi les chiffres que nous allons publier cette semaine. Malheureusement, vous connaissez le terme, c'est encore sous embargo, puisque le groupe Croissance représente le Forum économique mondial, où on publie chaque année l'indice de compétitivité mondiale. Et Haïti participe à cette histoire. Et cette année, Haïti se retrouve parmi les 7 derniers. La République dominicaine a amélioré sa position, se retrouve parmi les 100 premiers. La Jamaïque est en 86e position. Donc, pensez qu'une telle mesure va favoriser une relance de l'économie haïtienne, je pense que réellement, le leadership économique haïtien, il faut questionner tout cela. Sur le plan politique, oui. Ça peut protéger la population de certains produits, ça peut augmenter les recettes, je comprends Oui, problème. j'allais dire ça. Ah oui, ça peut augmenter les recettes fiscales. Okay. Donc, c'est une mesure beaucoup plus macro. Mais l'économie, c'est l'aspect macro et l'aspect micro. Dans le rapport de la Banque mondiale, pour y revenir, puisque c'est un petit peu l'esprit même de cette émission, il nous montre la concentration qu'il y a au niveau des filières et des secteurs dans l'économie haïtienne. Je m'inscris en faux avec soit SINA ou encore la minoterie, qui a sorti une note pour dire oui, ça va aider. Mais pourquoi aider un secteur où nous avons un monopole? Si le marché est si grand, il faudra que le secteur privé haïtien puisse dire pourquoi ne pas favoriser une loi antitrust, à savoir ne pas créer le monopole ou encore le duopole. Donc, si on prend une telle mesure, les recettes fiscales vont augmenter, mais la population haïtienne, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur l'échiquier politico-économique. Ce n'est pas simplement les recettes, mais est-ce que les entreprises locales, parce que, je vais utiliser un terme très technique, l'offre en économie à court terme est verticale. Ce que je veux dire par là, on ne va pas remplacer dans 2 mois, dans 3 mois, ce que les Dominicains envoyaient en Haïti. Pas localement. On peut diversifier, trouver aux États-Unis, en Colombie ou encore au Mexique. Donc je veux, et je suis content que le débat puisse avoir lieu et que le secteur, le leadership économique haïtien soit réellement moins myope pour comprendre, il faut qu'il s'intéresse à la compétitivité de l'économie, parce que lorsqu'on parle de production, on voit l'électricité, on voit la main-d'œuvre, on voit tous les facteurs de production et également comment on va gérer les entreprises haïtiennes. Et je vous dis que la compétitivité dominicaine par rapport à celle d'Haïti, je ne vais pas donner le chiffre exact, dans le dernier rapport, il y a un différentiel de 0,7. Sur une échelle de 1 à 7, les Dominicains ont un avantage considérable sur Haïti. Et je dois vous dire, moi je lis les journaux dominicains chaque jour, les Dominicains ont déjà leur plan B. Ils sont en train, pas simplement de voir les voies maritimes, ils sont en train de créer des routes aériennes, Santiago, Cap-Haïtien, et Santo Domingo, Cap-Haïtien, Santo Domingo, Port-au-Prince, pour voir des cargos qui vont déplacer les produits. Ça va être intéressant pour l'économie dans le sens des recettes fiscales, mais ne vous attendez pas qu'il va y avoir de gros investissements, ne vous attendez pas qu'il va y avoir une augmentation de la création d'emplois. C'est faux, le secteur privé va tout mal. D'ailleurs, j'ai entendu M. Boulos en parler, comment les Dominicains sont prêts, parce qu'ils ont mis des experts en place pour faire des travaux sur le plan intellectuel, pour analyser le marché haïtien. Nous, du secteur privé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils savent exactement ce qui se passe en République dominicaine? Ce n'est que 2 semaines de ça, j'ai entendu le ministère mettre une cellule pensant République dominicaine. Or, la République dominicaine, mes amis, pour moi, c'est beaucoup plus important que les États-Unis parce qu'on dort ensemble dans le même lit. Oui. Vous voyez? Donc c'est l'échec pour moi
du leadership économique haïtien, trop souvent, on a tendance à pointer du doigt les leaders politiques qui ne sont pas prêts, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet. Mais ce qui s'est passé là, la réaction du secteur privé haïtien, très émotionnelle, sans études statistiques. M. Boulos reproche à l'Union européenne d'avancer des chiffres sans analyse, mais si Dieu lui sa note, il n'y a pas un chiffre scientifique. Mais est-ce que la prise de cette mesure va avoir des effets inflationnistes en quelque sorte? À court terme, ça peut avoir lieu. Okay. Comment, si toutefois on n'arrive pas à avoir cette offre complétant l'offre locale, donc en ce sens, si on va acheter d'autres circuits qui seraient particulièrement la Colombie, donc si ça, la route que ça va faire, la route maritime, quelles conséquences ça va avoir? Il va y avoir une situation que les prix vont augmenter. Mais moi, je vous dis qu'Haïti devrait donner une réponse aux Dominicains, parce que les Dominicains ont des intérêts commerciaux et économiques en Haïti. Ils n'auraient pas dû laisser une telle situation se dégrader. Et je suis tout à fait d'accord avec le chercheur, et le nom m'échappe pour le moment, qui nous a dit que c'est un échec de la diplomatie au niveau de l'île. J'ai donné une interview récemment à la presse dominicaine et j'ai pointé du doigt le secteur des affaires. Vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Le secteur des affaires haïtien également. Et la politique en paie les conséquences. Donc voilà une situation où nos frères souffrent en République dominicaine. On a réagi brutalement, mais il faut qu'on retourne à la table de négociation. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous savez que la situation s'est dégradée entre les États-Unis et la Russie. Depuis la guerre froide, c'est la première fois que ça se réchauffe. Mais Poutine et Obama vont s'asseoir pour discuter, car il faut voir le peuple et pas vraiment des intérêts particuliers. Les Dominicains doivent réfléchir là-dessus, mais je pense que nous devons avoir sur la table quelque chose de substantiel. Je n'ai pas encore entendu d'un candidat quelle sera la politique étrangère d'Haïti et particulièrement la politique par rapport à la République dominicaine. Et je n'ai pas encore vu du secteur privé haïtien qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table, qu'est-ce qu'ils vont exiger pour améliorer la compétitivité. Je vous dis encore au secteur privé haïtien, lorsque vous avez un pneu dans un automobile, un véhicule, ça ne veut pas dire que vous avez un véhicule. C'est tout un système. Donc, on réfléchit malheureusement de manière très courte. Et c'est bien malheureux également, même au niveau du secteur public, j'entends particulièrement certains candidats me dire l'agriculture. Banane, particulièrement pour citer le cas de PHTK. Oui, c'est pas mauvais, mais il faut diversifier cette économie. Avec l'industrialisation, il faut diversifier également avec les technologies de la communication. Au moment où nous parlons, on vient de signer les objectifs de développement durable aux Nations Unies. C'est extrêmement large. Ce n'est pas l'agriculture qui va sauver ce pays. On a besoin d'agriculture, on a besoin d'augmenter la production pour pouvoir répondre aux touristes. Mais faire l'agriculture, ça ne veut pas dire qu'Haïti va avoir une croissance de 10% et satisfaire les besoins de la population. Il faut aussi penser à autre chose comme la technologie. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais deux petites questions. Oui, déjà. Deux petites questions pour terminer. Aidez-nous à saisir l'aspect économique de la création de la nouvelle commune. Je parle des Arcadins. Et tout à fait opposé à une telle décision. Vous avez 27 750 km² et quelque chose de ce genre s'était produit à la fin de la 49e législature au niveau de la Chambre des députés. De plus grave, les députés importants ont signé quelque chose pour diviser le pays en beaucoup plus de départements et en beaucoup plus de communes. Moi, j'appelle ça de l'entrepreneuriat politique. Ce sont des gens qui travaillent pour qu'il y ait beaucoup plus de postes de CASEC, d'ASEC, de magistrats, de députés et de sénateurs. Ils font leur job. Création de job. Création de job. Mais malheureusement, pas vraiment aidant le pays. Donc, en ce sens, ce qui vient d'être fait par M. Martelly, il n'y a aucun sens. D'ailleurs, il est clairement dit dans la Constitution, on ne peut pas décider par un simple décret de faire une telle délimitation. Pourquoi, à la fin de mandat, qu'on fasse un tel travail? On aurait pu attendre qu'il y ait le Parlement, il y a un projet de loi de décentralisation en discussion et analyser tout cela. Donc, lorsqu'on fait ce qui a été fait d'abord par le Parlement, ensuite par M. Martelly, c'est comme si vous dites que ce salon est trop grand, pourquoi ne pas diviser ça en 4? Mais comment on va réaliser une telle émission en ayant des petits espaces en quelque sorte? Donc, ce n'est pas avoir beaucoup plus de départements, beaucoup plus de communes, ce qui va résoudre les problèmes du pays. Il faut avoir une bonne loi de décentralisation, il faut avoir l'intercommunalité, regroupement des communes sans avoir, je pourrais dire, les regrouper en termes de superficie, mais voir comment on peut gérer tout ça. C'est une mauvaise décision. Je pense que le gouvernement a intérêt à revenir sur cette position. D'ailleurs, regardez, les derniers jours, les dernières semaines, ça va affecter la croissance économique. Laissez-moi vous faire un petit chapeau avant de terminer. On se rappelle les 3 premiers mois, le premier trimestre de l'exercice fiscal que nous avons actuellement, c'était dominé par quoi?
par Mopod dans les Wish jusqu'à 24-31 décembre. On a payé pour. Le deuxième trimestre, c'était quoi? La grève. La gasoline, la grève. La grève. Ça nous a coûté également de l'argent. Troisième trimestre, élection. Et voilà, c'est comme si à la fin du match, vous avez déjà reçu 7 buts et vous dites, je voudrais prendre encore. Encore. C'est pas suffisant. Donc, il se pourrait qu'on n'obtienne pas le 2% de croissance prévu par le Fonds monétaire international en prenant en considération tout ce qui s'est passé sur cette importante partie de la route nationale, numéro 1, avec les produits qui n'arrivent pas à arriver de cela. Et dans la zone, vous savez très bien, le tourisme qui est là. Donc, on pourrait avoir un taux de croissance inférieur à 1,5% à cause des décisions qui n'ont pas leur raison d'être. Pour moi, ça n'a aucune raison pour que le gouvernement lui-même, après tous ces problèmes, de créer une telle situation pour la population. La dernière question, s'il y a une catégorie de personnes à qui aujourd'hui prodiguer des conseils, c'est bien les candidats à la présidence, parce qu'il y a un lourd héritage qui attend le prochain président avec ce taux de croissance assez faible, taux de chômage en augmentation. Aujourd'hui, on parle de 70% de la population active. Au niveau du chômage, techniquement, c'est 30%. Okay. Mais le sous-emploi est tellement fort qu'on arrive à 70%. Il y a beaucoup d'emplois créés dans le secteur informel, qu'on ne compte pas dans le secteur réel. 1, 2, 3, Kessner Farrell, quelles sont les grandes actions qu'un président doit poser pour tenter de redresser l'économie haïtienne? Bon, c'est un petit peu prétentieux de ma part, puisque si j'avais les solutions, je serais peut-être le 76e ou bien le 54e de la course. Mais le document de la Banque mondiale, je recommande ce document. Le diagnostic. 40 ans de situation, un marasme économique. C'est trop pour une population. Maintenant, c'est comment on va former des groupes. Et ce n'est pas simplement le leadership politique. J'interpelle également le leadership économique. Il faut que les 3 grands secteurs, le gouvernement, encore le secteur politique, le secteur économique et la société civile puissent prendre ce rapport sans aucun état d'âme pour dire c'est blanc qui a critiqué nous, c'est blanc qui a parlé, nous, c'est blanc qui a crasé nous. Voilà, c'est une photographie. Maintenant, comment attaquer le taureau? Parce qu'il y a de grands défis, la vulnérabilité. Il y a 6 millions d'Haïtiens en situation de pauvreté, 2,4 en situation d'extrême pauvreté et 1 million se retrouvant sur la frontière de la pauvreté. On est menacé, à savoir les 3 millions qui restent. Donc, comment on va vraiment créer une classe moyenne, comment créer des opportunités, comment utiliser un budget pour aider les plus vulnérables en éducation, en santé. Donc, un gouvernement ne pourra pas le faire. Il faut que le Parlement puisse travailler avec le gouvernement, le leadership économique puisse émerger, peut-être avoir de nouveaux leaders, parce qu'on a entendu des gens pendant les 30-40 dernières années, donc nous avons de nouveaux leaders, une nouvelle idée, et prendre des risques également, ne pas chercher la solution facile, oui, l'agriculture va résoudre les problèmes. C'est faux. Également le partenariat public-privé, il faut mettre tout à fait, tout à fait, parce que les recettes publiques ne pourront pas permettre à l'État de donner l'électricité, de donner l'éducation et la santé. Il y aura des choix à faire. Donc, on doit avoir un partenariat public-privé obligatoirement, mais qui soit vraiment quelque chose où le privé va en tirer, ainsi que le public. Et avoir des investissements directs étrangers. Moi, j'ai entendu un candidat me parler de développement endogène. Ça, on parle de l'économie en 1940-1950. Il faut ouvrir votre économie car c'est prouvé qu'à travers l'histoire récente, il n'y a aucun pays, prenons les tigres asiatiques, qui ont pu développer en se renfermant. Prenez Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, la Chine, je pourrais en continuer. Oui. Ils ont ouvert leur économie, le Brésil, et vendent également à l'extérieur, exportation, parce que regardez le niveau des exportations d'Haïti. C'est même pas 20% du PIB, alors que les importations représentent 55% du PIB. Les chiffres parlent, ils parlent clair, ils parlent fort. Donc comment attaquer le taureau, voir les défis, sans oublier également toutes les grandes opportunités que nous pouvons tirer, étant très proche de la République dominicaine, étant très proche des États-Unis. Comment créer une économie compétitive, ce n'est pas prendre de petites mesures de rétaliation et penser que ça va vous permettre d'avoir une forte croissance économique. Kessner Farrell, merci d'avoir été avec nous. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était l'économiste Kessner Farrell. Avec lui, on a parlé économie, un peu de politique. Restez donc branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Tous les matins à 8h, suivez Le Point sur le 100.1 FM et sur la chaîne 52 Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.